Vous savez, je ne suis pas né d'hier. J'ai rencontré des gens et fait des choses inusitées. Vous pensez que plus rien ne m'étonne? Détrompez-vous. Le monde regorge d'histoires et de phénomènes plus incroyables les uns que les autres, et de mystères qui me tiennent éveillé la nuit. Certains dont je connais la réponse, et d'autres qui dépassent l'entendement. Des extraterrestres vivent-ils parmi nous? Au Mexique, un agriculteur trouve une mystérieuse créature terrifiante, ne ressemblant à aucun animal terrestre. J'ai investi des milliers de dollars pour savoir ce qu'était cette créature. Des pilotes d'un autre monde se sont-ils écrasés au Mexique? En Arizona, une femme affirme être née d'un extraterrestre dans le cadre d'une expérience gouvernementale ultra secrète. Il y a des extraterrestres parmi nous. L'ADN extraterrestre et humain peuvent-ils se mélanger? Et au Nevada, un militaire américain se lie d'amitié avec une colonie d'extraterrestres vivant en secret sur une base de l'armée de l'air. Il n'hésiterait pas un instant à tuer un humain. Oui, on vit dans un drôle de monde et j'adore ça. On me demande souvent si je crois aux extraterrestres. Je réponds que j'essaie de garder l'esprit ouvert. Après tout, qui sait s'il y a de la vie aux confins de notre galaxie? À bien y penser, on ignore encore tant de choses à propos de notre propre planète. Il ne serait pas étonnant que des extraterrestres soient parmi nous, parmi nos amis ou nos voisins. Je savais que ces gens n'étaient pas comme les autres. Vous ne pouvez tondre le gazon que l'après-midi. Ils n'ont vraiment aucune manière. Le 26 mai 2007, à Metepec, près de Mexico, un travailleur agricole vaque à ses occupations dans la grange. Il entend tout à coup un bruit inhabituel. Des cris viennent d'une cage servant à piéger les rats. Il n'avait jamais rien entendu de tel. Ce n'était pas le cri d'un animal qu'il connaissait. Ce qu'il découvre avec horreur n'est pas un rat, mais plutôt ce qui semble être un minuscule être humain. Aimé Brossan est le principal enquêteur mexicain sur les ovnis. C'était une créature tout à fait unique en son genre. Elle avait de grands yeux gris, la peau très huileuse, des poils et des pieds d'apparence humaine, de petites mains humaines et une tête qui avait tout d'une tête de bébé. Le travailleur agricole fait part de sa découverte à un collègue. Ils ne savent pas quoi en faire. J'ose à peine imaginer la surprise quand ils ont vu la créature bouger et tenter de s'enfuir. Ils ont eu très peur. Leur patron est un riche homme d'affaires de la région, du nom de Mario Moreno Lopez. Quand Mario Moreno Lopez a vu la bête pour la première fois, il s'est demandé ce que c'était. Il n'avait jamais rien vu de tel. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais personne ne pouvait lui répondre. Mario Lopez est fasciné par la créature. Lo que estamos analizando tiene una rapidez increíble y tiene una inteligencia increíble, ¿no? Personne ne sait quoi en faire. La bête pousse des cris d'agonie. Le patron, Mario Lopez, a sans doute ordonné à ses hommes de noyer la bête ou de la tuer pour s'en débarrasser. Ils optent pour une solution morbide. Tuer la créature en l'immergeant dans un bain de produits chimiques toxiques. C'étaient des produits chimiques très puissants, utilisés pour traiter le cuir, qui brûlent la peau au moindre contact. Mais quelque chose d'inexplicable se produit. L'animal refuse de mourir.
La bête a survécu aux produits chimiques. Aucun animal terrestre n'aurait résisté à cette torture. La bête finit par succomber. Mario Lopez s'est retrouvé avec cette créature morte sans savoir ce que c'était, sinon que ce n'était pas une bête normale. Mario Lopez apporte la créature à Jaime Maussan pour qu'il l'aide à résoudre le mystère. Quand j'ai vu la bête pour la première fois, j'étais très sceptique. J'ai d'abord cru que c'était une blague et qu'on essayait de me berner ou de me discréditer. Mais il est fasciné et décide d'enquêter. Il soumet la créature à toute une batterie de tests. On a comparé son ADN à celui de tout le règne animal. Les résultats le laissent sans voix. L'animal est génétiquement distinct de toute autre espèce connue de l'homme. L'ADN de cette créature était plus proche de l'ADN humain que celui du chimpanzé. Elle était pratiquement humaine. Jaime Maussan croit que les origines de la bête pourraient être encore plus étonnantes. On ignore à quoi ressemble l'ADN extraterrestre, mais je suis certain qu'il est très similaire à celui des humains, parce que l'ADN est universel. Tandis que Maussan tente de déchiffrer les résultats, son enquête prend une tournure pour le moins macabre. Mario Lopez, l'exploitant du ranch où la créature a été piégée, est retrouvé mort, brûlé vif dans sa voiture. Mario Lopez m'a apporté la créature à la fin de juin 2007. Un mois plus tard à peine, il était assassiné. La mort inexpliquée de Lopez soulève une nouvelle hypothèse terrifiante. Son assassinat a-t-il un lien avec la créature de Métépec? Quelqu'un est assassiné après avoir fait une découverte inusitée. Que se passe-t-il? Maussan n'a toujours pas élucidé le mystère à ce jour. C'est la seule créature du genre au monde. La seule. C'est peut-être notre chance de savoir enfin si nous sommes seuls dans l'univers. Waouh! Voilà une histoire aussi fascinante que troublante. Des travailleurs mexicains trouvent une créature ressemblant à un bébé humain difforme ou une sorte d'extraterrestre. Ils la tuent et elle se venge sur un homme innocent en l'assassinant. Une si petite créature pourrait-elle faire tant de mal? Est-ce la preuve que les extraterrestres existent ici, sur Terre? On parle du Mexique ici. Et Dieu sait qu'il s'y passe des choses inusitées. Bien sûr, il pourrait y avoir une explication tout à fait logique. La tequila, par exemple. Qui sait? Logan Hawks est l'auteur d'un livre sur les extraterrestres. Il croit que la créature de Métépec est la dernière d'une longue lignée de visiteurs extraterrestres qui ont laissé leurs traces dans la région. Il suffit de passer en revue les mythes qui circulent dans les environs pour comprendre que la créature de Métépec ressemble de très près aux petits bonshommes décrits dans certaines légendes. Il a une théorie fascinante sur l'origine de la créature. Je crois que cette créature extraterrestre pilotait un vaisseau qui a traversé la zone du silence. Son système de guidage a été perturbé, il a perdu le contrôle et s'est écrasé sur une ferme, où il a été découvert par un agriculteur mexicain. La zone du silence est une mystérieuse région du nord du Mexique, où les avions s'écrasent sans raison et où les signalements d'OVNI sont courants. On pourrait la comparer au triangle des Bermudes, aussi appelé triangle du diable. La région tient son nom d'une étrange irrégularité magnétique qui touche tout ce qui la traverse. Les instruments ne fonctionnent pas normalement dans la zone du silence. Une boussole, par exemple, ne reconnaît pas le nord magnétique. Elle tourne sur elle-même sans arrêt. La zone du silence a fait les manchettes en 1970
lorsqu'un missile Athéna américain s'y est écrasé. Le système de guidage s'est déréglé et le missile est tombé en pleine zone du silence. Personne ne sait si la zone du silence est vraiment la cause de ces dérèglements. Mais Logan Hawks croit que l'explication est nettement plus surnaturelle que scientifique. On peut sentir quelque chose dans la terre, le sol, la pierre et les montagnes. J'ignore ce que c'est exactement, comme si une présence nous observait. La créature de Métépec vient-elle d'une société extraterrestre avancée? La zone du silence a-t-elle causé l'écrasement de son vaisseau? Ou y a-t-il une explication encore plus étrange? Je suis persuadé que cette créature vient d'une autre dimension. Un travailleur mexicain trouve une minuscule créature inconnue de la science. L'analyse de l'ADN ne permet pas de l'identifier. Est-ce un extraterrestre? Selon l'expert en paranormal Timothy Buckley, la créature de Métépec soulève plus de questions que de réponses. Si c'est bien une forme d'intelligence extraterrestre, comment s'est-elle retrouvée dans un piège à rats? Et où est passé son vaisseau? Et son appareil respiratoire? Si la créature de Métépec n'est pas un minuscule pilote extraterrestre, qu'est-ce que c'est? Je suis persuadé que ce prétendu bébé extraterrestre est un djinn. Un être surnaturel, invisible, qui vit dans une dimension parallèle. Les djinns, aussi appelés génies, ont été évoqués pour la première fois dans le livre sacré des musulmans, le Coran. On croit qu'ils surgiraient de nulle part pour semer la zizanie. Tout le monde connaît le génie de la lampe, qui peut changer de forme. D'autres djinns revêtent parfois l'apparence de petites bêtes. Plus fascinant encore, Timothy Buckley affirme avoir des preuves tangibles de leur existence. J'ai comparé la créature à des photos de djinns prises par des témoins, et la ressemblance est étonnante. Il croit que la mort de Mario Lopez, chez qui on a découvert la créature, est sans équivoque. Ce sont des créatures sinistres et maléfiques. Quiconque tue ou insulte un djinn doit s'attendre à des représailles. L'agriculteur qui a fait tuer cette bête s'est attiré les foudres du djinn. Est-ce un cas interdimensionnel d'erreur sur la personne? Ou la vérité est tout aussi étrange, mais plus terre à terre? Le taxidermiste Robert Marbury s'est intéressé à la créature de Métépec. Il croit qu'elle n'a rien d'extraterrestre ou de transdimensionnel. Selon lui, ce n'est qu'un canular. La créature de Métépec n'est qu'un singe araignée dépouillé de sa peau. Comment peut-il en être si sûr? Robert Marbury est le directeur d'une association de taxidermistes hors normes, dont les membres créent des œuvres d'art avec des carcasses d'animaux. Nos membres sont très créatifs. Certains fabriquent des animaux cryptozoologiques, c'est-à-dire qui peuvent avoir existé ou non, comme le chupacabra, la sirène des Fidji et le capricorne. La créature de Métépec est-elle l'œuvre d'un taxidermiste créé de toutes pièces en atelier? Robert propose de montrer aux sceptiques combien il est facile de fabriquer une bête pareille. L'idée est donc de fabriquer une créature de Métépec. Puisqu'on est sur la côte est des États-Unis, il n'y a pas de singes, mais il y a des écureuils. Celui-là est une victime de la route. On commence par le dépioter. Un de mes amis taxidermistes appelle ça « enlever son pyjama ». Il recouvre ensuite la carcasse de sel pour la sécher. Le sel est un excellent desséchant. Il dégorge tout le liquide des tissus. Prochaine étape, une transformation extrême pour faire du rongeur un voyageur du cosmos. Avec une pince tout à fait normale, on retire ensuite la tête et on la remplace par un crâne de singe. Après quoi notre bête ressemble de plus en plus à la créature de Métépec. Robert façonne ensuite le crâne et les dents avec un papier de verre. Il suffit de quelques minutes pour lui donner des allures de mâchoire humaine. N'avez-vous pas une impression de déjà-vu? En quelques étapes simples, Robert Marbury a recréé une bête qui correspond en tout point à la créature de Métépec. Comment les experts ont-ils pu être confondus? Selon lui, ce n'est pas le premier cas du genre. Un chupacabra découvert un jour au Texas a fait les manchettes pendant des jours.
Quand une amie taxidermiste qui fait des œuvres magnifiques a vu la photo et m'a dit qu'il était en effet très réussi, j'ai compris que c'est elle qui l'avait fabriqué. Si ces faux sont si facilement reconnaissables, comment la créature de Métépec a-t-elle pu tromper tant de personnes? Les humains ont besoin de faire des associations avec ce qu'ils connaissent déjà. Quand ils voient quelque chose d'inhabituel, ils cherchent une réponse et la trouvent souvent chez les extraterrestres. La créature de Métépec est-elle l'œuvre d'un taxidermiste? Est-ce un génie surnaturel d'une autre dimension? Ou est-ce un pilote extraterrestre victime d'un écrasement dans le nord du Mexique? Bizarre, ou quoi? En Arizona, une femme découvre qu'elle est le produit d'une sinistre expérience, un croisement entre un humain et un extraterrestre. J'ai été conçue dans une boîte de pétri. On a vu des choses plus étranges les unes que les autres dans cette série. Mais l'histoire qui suit est non seulement la plus étrange et fascinante de toutes, elle pourrait bien faire passer cet épisode à l'histoire. Des millions de personnes affirment avoir déjà vu des ovnis ou des extraterrestres, mais personne n'a de preuves vivantes. Eh bien, aujourd'hui, les sceptiques pourraient être confondus parce que on a avec nous un véritable extraterrestre, pas dans une vidéo ou un laboratoire. Non, 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 non. Face à face, en personne. Mesdames et messieurs, voici Cynthia. Le 24 mars 1972, à Omaha, au Nebraska. Cynthia Crawford vient de vivre le plus merveilleux moment de sa vie, la naissance de son fils. Mais sa grossesse a été difficile, sans compter l'étrange découverte des médecins. Elle a un groupe sanguin exceptionnellement rare et les plus mystérieux. Seules 2 autres personnes dans le monde avaient les mêmes antigènes que ceux présents dans mon sang. Cette anomalie physique n'est pas la première constatée par les médecins. Son corps est différent et personne ne sait au juste pourquoi. Ses pupilles ne se dilatent pas normalement, sa peau est étonnamment épaisse et ses os sont poreux. Ma sœur jumelle avait la dystrophie musculaire, mais je n'étais pas compatible pour une greffe de moelle osseuse. Mais Cynthia n'a pas d'extraordinaire que son corps. Son esprit l'est tout autant. Même toute petite, j'ai su que j'étais différente, car j'arrivais à faire des choses que mes sœurs ne pouvaient pas. Je me souviens qu'un jour, alors que je coloriais, j'ai voulu un certain crayon que j'ai littéralement amené à moi par la force de l'esprit. J'entendais aussi les pensées, contrairement à mes sœurs. Pendant des années, Cynthia cherche en vain une explication. Jusqu'à ce qu'un jour, son père, ancien agent de la CIA, lui révèle la vérité. Elle serait née d'un programme gouvernemental ultra secret ayant une obscure mission. Mon père m'a expliqué que le gouvernement américain travaillait avec des scientifiques allemands après la Deuxième Guerre mondiale. En examinant les documents secrets du gouvernement, elle apprend quelque chose d'encore plus troublant. Elle a été conçue en laboratoire dans le cadre d'un programme secret de reproduction auquel participait son père. Il avait accepté de prendre part à une expérience consistant à concevoir des bébés hybrides. L'expérience, pour le moins troublante, visait à combiner du matériel génétique extraterrestre et de l'ADN humain. J'ai appris que j'étais mi-humaine, mi-extraterrestre. J'ai été conçue dans une boîte de pétri, avec de l'ADN extraterrestre que les scientifiques allemands avaient en leur possession, et le bagage génétique combiné de mon père et ma mère. Ils ont mélangé le tout dans la boîte de pétri et ont inséminé ma mère. Voilà comment je suis née. La confession de son père
laisse Cynthia Crawford sans voix. J'ai d'abord été très fâchée d'apprendre comment j'avais été conçue. Toute ma vie, on m'a prise pour une bête de foire à cause de mes capacités inhabituelles. Quand l'histoire est révélée au grand jour, des réminiscences du passé refont surface chez la jeune femme. Sa vie tout entière avait été hantée par des cauchemars de rencontres extraterrestres et d'étranges expériences en laboratoire. Tout s'explique enfin. Ce seraient ses souvenirs d'enfance. Je comprenais enfin d'où venaient ces étranges visiteurs et tous ces voyages en vaisseau spatial. Mais Cynthia est loin d'être traumatisée. Elle accepte de bon cœur sa nouvelle identité et tente d'en savoir plus. Elle découvre que le programme secret du gouvernement est nettement plus vaste qu'on pourrait l'imaginer et qu'elle n'est pas seule dans son cas. Il y a des extraterrestres parmi nous. Il y a sans aucun doute des centaines de milliers d'hybrides extraterrestres qui vivent sur notre planète. Les allégations de Cynthia Crawford sont-elles des élucubrations farfelues ou est-ce l'étonnante vérité? Les humains et les extraterrestres peuvent-ils se reproduire? Combien d'hybrides sont parmi nous? Et dans quel but au juste? Nos petits-enfants. Adorables, n'est-ce pas? Voilà une histoire fascinante. Et plus j'y pense, plus je suis convaincu que des extraterrestres pourraient vivre parmi nous. Mais il y a une chose qui m'échappe. Pourquoi? Pourquoi des extraterrestres voudraient-ils côtoyer une espèce comme la nôtre? Pourquoi ne pas choisir une forme de vie plus évoluée? Comme les amibes? L'hypnothérapeute Yvonne Smith travaille avec Cynthia Crawford depuis des années. Elle m'apparaît comme une personne crédible et honnête. Yvonne ne croit pas que Cynthia soit le produit d'un programme gouvernemental secret. Selon elle, ce sont les extraterrestres eux-mêmes qui seraient en cause. L'histoire de Cynthia correspond en tout point à un enlèvement par des extraterrestres. Elle a eu une grossesse hors norme, sans compter les objets qu'on lui a introduits dans le corps. Mais qu'en est-il des souvenirs d'expérience en laboratoire de Cynthia? Selon Mme Smith, il serait tout à fait caractéristique des enlèvements par des extraterrestres. Tous les enlèvements ont le même but: soustraire un ovaire à la femme ou du sperme à un homme. Ce n'est ni par plaisir, ni par intérêt pour le sexe. C'est une procédure purement médicale. Les extraterrestres ont un plan et ils le mettent à exécution. Pourquoi des extraterrestres voudraient-ils se reproduire avec des humains? De toute évidence, ils veulent quelque chose de nous. Sinon, ils nous auraient éliminés depuis longtemps. C'est une invasion silencieuse dont on ignore la véritable finalité. Des extraterrestres ont-ils enlevé Cynthia pour la soumettre à des tests? Si tel est le cas, comment son père en savait-il autant? Melinda Leslie est ovniste depuis plus de 20 ans. Elle croit que Cynthia a été enlevée par des extraterrestres, puis par des humains, dans le cadre d'un programme secret du gouvernement du nom de MyLab. MyLab est un programme d'enlèvement dirigé par l'armée. Ce sont des enlèvements commandés par des militaires. Le programme cible des victimes d'enlèvements extraterrestres qui prennent part à des opérations militaires secrètes ou collaborent avec les renseignements. Ce programme s'intéresserait à toute personne soupçonnée de contact avec des êtres d'une autre planète. Ces personnes sont d'abord enlevées par les extraterrestres, puis par le gouvernement. Selon elle, l'histoire de Cynthia a tout d'un enlèvement par le MyLab.
Toutes les victimes d'enlèvements extraterrestres ont été harcelées, surveillées et enlevées de nouveau pour être emmenées dans des bases souterraines. Elles ont subi des examens médicaux et ont été interrogées sur la technologie extraterrestre. Mais pourquoi le gouvernement ferait-il une chose pareille? La CIA utiliserait-elle ce programme pour se préparer à une éventuelle invasion extraterrestre? Les organismes militaires et les services secrets font tout pour recueillir de l'information sur les extraterrestres, leurs motivations et leurs projets. Melinda Leslie croit que la révélation au grand jour du programme MyLab anéantirait le gouvernement. C'est immoral, inconstitutionnel et illégal. Ce sont des humains qui maltraitent d'autres humains. Cynthia Crawford a-t-elle été victime d'un sinistre programme des services secrets? Est-elle le produit d'une expérience extraterrestre visant à créer des hybrides? Ou y a-t-il une autre explication? Croyez-le ou non, on a 50% de gènes en commun avec les bananes. Une femme affirme être un hybride extraterrestre né dans un laboratoire secret du gouvernement. Les extraterrestres l'ont-ils soumise à des expériences? Est-elle la victime d'une mission secrète de la CIA? L'anthropologue physique Eugenie Scott ne croit pas en la reproduction entre humains et extraterrestres. Rien ne permet de conclure que la génétique des extraterrestres ressemble à celle des humains. Et s'ils n'ont pas les mêmes gènes, ils ne peuvent pas se reproduire. La conception d'un tel hybride est impossible. Eugenie Scott croit que pour engendrer des hybrides, les extraterrestres devraient d'abord et avant tout avoir un ADN, la molécule contenant le matériel génétique de tout organisme vivant sur Terre. Quelle est la probabilité que l'ADN d'un extraterrestre ressemble en quoi que ce soit au nôtre? Les chances sont nulles. Elle affirme en outre que seules les espèces ayant un ancêtre récent en commun peuvent engendrer un hybride. Les espèces de babouins étroitement liées peuvent engendrer des hybrides. Les tigres et les lions peuvent s'hybrider car ce sont des espèces distinctes depuis peu. Et les chevaux et les ânes peuvent se reproduire car ils ont un ancêtre commun très récent. Voilà qui soulève une question. Si des espèces différentes peuvent s'hybrider, qu'en est-il des humains? L'avons-nous déjà fait? Devinez quoi? La réponse est oui. Le plus proche parent de l'homme moderne est l'homme de Néandertal. Des éléments très intéressants suggèrent que l'humain et le néandertalien se seraient hybridés. Mais un hybride a-t-il déjà été mis au point dans un laboratoire secret de la guerre froide, comme le prétend Cynthia Crawford? À en croire Eugenie Scott, l'expérience aurait été tentée, avec notre plus proche parent toujours en vie. Dans les années 30 et 40, les scientifiques russes ont tenté, sans succès, de croiser un humain avec un chimpanzé. J'ignore si on pourrait réussir une telle chose aujourd'hui, mais c'est très peu probable. Et qu'en est-il des souvenirs de Cynthia? De nombreuses études font état d'enlèvements par des extraterrestres, mais au final, personne n'a jamais fourni de preuves tangibles. Eugenie Scott croit que les allégations de Cynthia exigent des preuves en béton. Si je vous disais qu'une colonie de fées invisibles vit sous mon lit, vous exigeriez des preuves. Et si je vous disais que c'est évident, il n'y a qu'à voir la poussière qu'elles ont laissée, vous me répondriez qu'il n'y en aurait pas si je passais le balai plus souvent. Elle croit qu'il n'y a qu'un moyen de savoir avec certitude si Cynthia dit la vérité. Je crois qu'une analyse de l'ADN montrerait hors de tout doute qu'elle est aussi humaine que vous et moi. Cynthia Crawford est-elle croisée avec un extraterrestre? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Pour la première fois, Cynthia accepte de se soumettre à une analyse de l'ADN. Hi there, how are you? Hi, fine. I'm just going to do a quick swab on you. Les dés sont lancés pour Cynthia Crawford. L'ADN ne ment pas, n'est-ce pas? C'est tout de même incroyable qu'un simple fragment de matière organique révèle tout sur nos origines. Oh mon Dieu, je viens d'un saucisson. Les résultats arrivent quelques jours plus tard. Bonjour Cynthia, je suis le Dr Baird. J'ai les résultats de votre test. Vous êtes prête? Oui. Le Dr Baird a cherché à savoir si Cynthia avait hérité de l'ADN de ses deux parents. C'est le moment de vérité.
Je fais régulièrement des analyses de l'ADN, mais j'étais curieux de voir si ce test se révélerait inhabituel. Les résultats sont sans équivoque. D'après les résultats, vous êtes entièrement humaine, Cynthia. L'ADN de Cynthia montre qu'elle a 2 parents humains. Mais comment? Son père lui a-t-il menti? Ça m'attriste beaucoup, car j'aurais aimé avoir une preuve tangible. Mais tout n'est pas noir ou blanc dans cette histoire. Même si on ne voit pas d'ADN extraterrestre dans votre profil, il pourrait tout de même en contenir. Seulement, on n'est pas en mesure de le détecter. Pour Cynthia, c'est une bonne nouvelle. Ces allégations pourraient être fondées. On n'a aucun moyen d'identifier l'ADN extraterrestre. Aucun test ne permet de le déceler, car jamais aucun prélèvement n'a été effectué sur des extraterrestres. Cynthia a-t-elle malgré tout de l'ADN extraterrestre? A-t-elle été victime d'un sinistre enlèvement par des extraterrestres? Ou est-elle la cible d'une opération masquée des services secrets? Quoi qu'il en soit, cette histoire est décidément très étrange. Si des extraterrestres vivent ici, sur Terre, ils ont de sacrées bonnes techniques de camouflage. Certains prennent l'apparence d'humains, d'autres d'animaux. Mais il y a un endroit sur Terre où les extraterrestres peuvent se détendre et être eux-mêmes. Un endroit où l'étrangeté et la bizarrerie ne sont ni étranges, ni bizarres. Bingo! Mars 1965, en plein cœur de la guerre froide et au début de la guerre du Vietnam, le gouvernement américain met sur pied l'armée de l'air la plus puissante de tous les temps. Charles Hall, alors âgé de 20 ans, est parmi ses recrues. Charles James Hall, membre de 2e classe de l'armée de l'air américaine. Charles Hall est affecté à la base aérienne de Nellis, un vaste site test situé dans le désert du Nevada, près de la célèbre zone 51. Son travail consiste à observer les conditions météo en régions éloignées. Je rentrais à pied de mon poste d'observation peu après minuit. Quand j'ai aperçu 3 créatures près de la benne à ordures. L'une d'elles s'est mise à me suivre. J'ai cru que je rêvais ou que j'étais somnambule. Les jours passent et les visions se poursuivent. Charles Hall croit perdre la raison. Durant les 6 premiers mois, j'étais terrorisé. Même quand je les avais juste devant moi, je pensais que j'hallucinais. J'étais seul au milieu du désert, sans aucun cadre de référence. La peur de l'inconnu est pire encore que celle d'être tiré à bout portant. Tandis que les rencontres se succèdent, Charles Hall commence à envisager l'impossible. Il n'hallucine pas. Ce sont des extraterrestres. Il leur donne même un surnom, les Grands Blancs. Je les ai baptisés les Grands Blancs, parce qu'ils étaient blêmes comme une feuille de papier. Que font-ils là? Le jeune pilote découvre que ce n'est pas un hasard. Non seulement ses supérieurs de l'armée de l'air connaissent la présence des extraterrestres, mais ils les hébergent dans un complexe souterrain secret, à l'abri des regards indiscrets. C'était une énorme base, creusée à même la montagne. Ils espèrent qu'en retour, les visiteurs leur révéleront les secrets de leur technologie ultramoderne. J'estime à environ 200 le nombre de Grands Blancs qui vivaient alors sur la base. Déterminé à en savoir plus, Charles Hall fait une découverte troublante. Les Grands Blancs ne sont pas si aimables qu'ils le paraissent. Les documents officiels révèlent que nombre de ses prédécesseurs au poste d'observation météo ont mystérieusement perdu la boule ou ont été tués par les extraterrestres. 41 membres des forces aériennes m'ont précédé. Certains avaient si peur du désert et des Grands Blancs qu'ils ne sautaient même plus faire leur rapport. Certains ont été attaqués et d'autres brûlés.
Pourquoi ces attaques? La réponse est simple. Les Grands Blancs sont accompagnés de leurs enfants. Et leurs mères sont extrêmement protectrices. Les mères n'hésiteraient pas un instant à tuer un humain. Hall trouve le moyen de gagner leur confiance. Il sauve l'enfant d'un extraterrestre qu'il appelle le professeur. Tandis que je sortais un jour, j'ai aperçu la fille du professeur, que j'ai baptisée Petit Papillon, prisonnière d'un buisson de sauge. Je me suis approché, j'ai écarté les branches et je l'ai libérée. En échange, Hall obtient un accès privilégié aux créatures qu'il étudiera de près pendant 2 ans. Ce qu'il découvre sur elle dépasse l'entendement. Les jeunes adultes font environ ma taille, 1,78 m. Mais ils sont très frêles. Leur système nerveux est 2, sinon 3 fois plus rapide que le nôtre. C'est pourquoi ils bougent parfois très vite et ont des réactions inattendues, nettement plus rapides que les humains. Les Grands Blancs avaient des véhicules, comme nous avons des voitures, qui servaient à voyager autour de la Terre à la Lune et dans le système solaire. Cela vous paraît improbable? Vous n'avez encore rien entendu. Mais si tout ça était vrai... Quand ils s'ennuient à la base d'Indian Springs, ils vont à Las Vegas pour voir des spectacles, jouer au casino et se distraire un peu. Ce sont d'excellents joueurs, car ils ont une bien meilleure vision que les hommes. C'est bien qu'ils arrivent à voir à travers les cartes en jouant au blackjack. Et savent toujours quelle sera la prochaine carte. Charles Hall a terminé son service militaire en 1968 et n'a plus jamais revu les Grands Blancs. Il croit qu'ils vivent toujours à Indian Springs. Je serais étonné qu'ils n'y soient plus, parce qu'ils vivent dans cette montagne et cette vallée depuis au moins 200 ans. Est-ce la preuve irréfutable qu'il y a des extraterrestres sur Terre? Le gouvernement américain les héberge-t-il? Ou Charles Hall n'est-il qu'un vieil excentrique? La journaliste d'enquête d'expérience Paula Harris a passé des mois à étudier le cas de Charles Hall. Cet homme me paraît tout à fait crédible. Je crois son histoire, aussi extraordinaire soit-elle. Elle a examiné les évaluations psychologiques de Hall au temps où il était dans l'armée pour savoir s'il était sain d'esprit. Sa conclusion est étonnante. Il a passé tous les tests haut la main. Le test de logique a montré qu'il était très terre-à-terre, logique, et que c'était un témoin tout à fait crédible. La journaliste apprend également qu'après son service militaire, Charles Hall a obtenu 2 maîtrises et travaillé comme physicien nucléaire avant de révéler au grand jour l'histoire des Grands Blancs. Quelqu'un d'aussi instruit aurait-il inventé ce récit de toutes pièces? Selon elle, l'expérience de Charles Hall est trop détaillée pour avoir été inventée. Charles connaît leurs habitudes et leur mode de vie en détail. Je sais reconnaître la vérité et je ne crois pas que Charles Hall mente. Les allégations fantastiques de Charles Hall sont-elles vraies? Les extraterrestres ont-ils migré sur Terre? Ou y a-t-il une autre explication? De nombreux patients schizophrènes disent avoir côtoyé des extraterrestres. Un homme affirme avoir vécu avec une colonie d'extraterrestres sur une base de l'armée de l'air américaine. Son passé de militaire est-il le gage de sa crédibilité? Pas selon la psychothérapeute Kimberly Moffitt. Pour elle, l'histoire de Charles Hall n'a rien d'étonnant. Elle l'a entendu maintes fois de la bouche de ses patients. De nombreux patients schizophrènes disent avoir côtoyé des extraterrestres. C'est très courant dans les interventions en santé mentale. Kimberly croit que les visions de Charles Hall seraient le symptôme d'une maladie mentale rare, le délire des grandeurs. Les patients atteints du délire des grandeurs ont tendance à se croire les plus forts, les plus rapides et les plus intelligents sur Terre. Dans certains cas, le délire peut verser dans le domaine du religieux, du surnaturel ou de la science-fiction. Selon Kimberly, l'un des principaux symptômes du délire des grandeurs tient au fait que le patient ignore tout de son problème, d'où les proportions que peut prendre le délire. Le délire de Charles Hall n'est pas mal intentionné. Il croit vraiment que ça lui est arrivé et il veut partager son expérience.
Si tout cela n'est qu'un délire, comment Charles Hall en est-il arrivé là? Kimberly croit que c'est la raison même qui l'a amené à Indian Springs, son service militaire. Il a fait la guerre du Vietnam. Beaucoup de vétérans sont très traumatisés à leur retour. Un traumatisme qui peut parfois les suivre toute leur vie et leur causer des problèmes de santé mentale. Un traumatisme psychologique serait-il à l'origine des visions de Charles Hall? Son service militaire l'a-t-il amené à se réfugier dans un monde imaginaire? Les Grands Blancs n'existent-ils que dans sa tête? C'est du moins ce que croit Patrick White, expert en conspiration, mais pour une toute autre raison. Selon lui, Charles Hall a été victime d'un programme gouvernemental secret de manipulation de l'esprit, le projet MK-Ultra, qui visait à découvrir si le LSD et d'autres psychotropes pouvaient être utilisés comme des armes. La CIA et le gouvernement, qui étaient à la recherche d'un sérum de vérité, ont réalisé toutes sortes d'expériences sur leur sujet pour voir s'ils pourraient les amener à révéler des secrets militaires. Le projet MK-Ultra a-t-il implanté des idées farfelues dans le cerveau de Charles Hall? Ils auraient pu lui faire croire qu'il était un ornithorynque, et ça aurait fonctionné. Alors il ne serait pas étonnant qu'il l'ait programmé pour qu'il pense avoir interagi, travaillé et vécu avec des extraterrestres. Charles Hall a-t-il été victime d'expériences gouvernementales secrètes de manipulation de l'esprit? Souffre-t-il du délire des grandeurs? Ou a-t-il vraiment vécu avec des extraterrestres sur une base aérienne américaine? Bizarre, ou quoi? Voilà 3 histoires de rencontres extraterrestres pour le moins étranges. Au Mexique, un exploitant de ranch découvre une étrange créature, unique en son genre. Est-ce un visiteur d'un autre monde? À Phoenix, une femme affirme être le produit d'un croisement avec un extraterrestre. Est-elle la première d'une nouvelle espèce transplanétaire? Et au Nevada, un jeune militaire découvre la présence d'extraterrestres sur une base aérienne isolée. Le gouvernement américain cache-t-il ses relations avec une civilisation extraterrestre? Ces histoires prouvent-elles que des extraterrestres vivent parmi nous sur Terre? Peut-on ignorer ces personnes qui assurent dire la vérité? À vous de juger. À la prochaine pour de nouvelles histoires plus bizarres les unes que les autres.